Yeah. Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir pour ce nouvel épisode spécial que l'on produit pendant la semaine du podcaston. Même si je suis tout seul derrière le micro aujourd'hui pour interviewer notre invité, j'ai effectivement bien un invité qui est Guillaume Janin. Salut Guillaume. Salut Armano. Bon, on l'a refait parce qu'effectivement tout à l'heure je m'étais trompé, j'avais oublié d'enregistrer la vidéo. Donc pour celles et ceux qui nous suivent sur la chaîne YouTube, c'est l'occasion de voir aussi le tout début de l'épisode. Guillaume, écoute, ce que je te propose, c'est la même question que je pose à tous mes invités, c'est de te présenter à nos auditrices et nos auditeurs. Ok, donc je m'appelle Janin Guillaume, j'ai 42 ans, je suis l'heureux papa d'un petit garçon de 9 ans. Je vis avec lui et ma compagne en Alsace, à côté de Guebwiller, entre Colmar et Mulhouse, dans le Haut-Rhin, pour ceux qui connaissent. Je suis actuellement entraîneur coach sportif en triathlon, en trail et vélo. Voilà, j'ai une particularité, c'est que je suis entraîneur en fauteuil roulant parce que j'ai l'habitude de dire ça. Je vis ma deuxième vie depuis maintenant bientôt 7 ans. Je suis en fauteuil roulant suite à un accident de VTT qui est survenu le 30 juillet 2018, qui m'a rendu tétraplégique incomplet niveau C5, C6. Voilà, et avant ça, j'ai été athlète professionnel en triathlon pendant 5 ans. Et avant ça encore, j'ai été opticien pendant 10 ans. Voilà, on a fait le tour. Mais en fait, tu vis ta 12e vie, là. T'es plus qu'un chat. Non, pas 12 vies, mais c'est vrai que voilà, la vie m'a amené à rencontrer ou à saisir des opportunités, à changer de stratégie ou de corde d'arc. Enfin voilà, j'ai vécu une vie assez riche, où je vis une vie assez riche, qui m'emmène un peu partout. Et j'aime bien dire que je vais reprendre une expression de Mathias Dandois. J'aime bien être un yes man, donc c'est vrai que je dis oui à beaucoup de choses. Parfois, ça m'emmène dans des impasses, mais ça me permet aussi d'avoir des opportunités et de vadrouiller un peu partout et parfois de changer de vie. Voilà. Cool. Alors, pour être totalement transparent, c'est vrai que je ne l'ai pas dit en intro, c'est Jules Ripstein qui m'a conseillé de venir vers toi. Donc, oui, l'Alsace, on connaît, Mulhouse, Colmar, on connaît. Alors, pas sportif de haut niveau. Est-ce que tu connais Knack en vrac ou Jean Boller qui est Ah non, j'ai pas cet honneur-là. un ami et une personne que Jules connaît et qui est à côté de Colmar aussi. Donc, voilà. D'accord. Bon, c'est vrai que l'Alsace, c'est grand, tu n'es pas obligé de connaître tous les Alsaciens, mais, Non. mais Colmar n'est pas si gros que ça. Bref. Ah, c'est vrai, ouais. Voilà, l'idée, c'était, comme je te l'ai dit en off, de donner la parole déjà pour parler triathlon, parce que tu as eu une carrière dans le triathlon, de parler aussi de ton handicap, appelons les choses comme elles sont, et surtout que c'est pas un handicap de naissance, c'est un handicap qui t'est intervenu, enfin qui t'est arrivé après un accident. Est-ce que ça te va si on passe déjà un petit peu en revue ta carrière dans le triathlon Ouais, bien sûr. valide, et puis après, on parlera un petit peu de ton accident parce que malgré tout, l'objectif de ce podcast, c'est d'inciter les gens à faire du triathlon, de savoir un petit peu comment est-ce qu'ils peuvent progresser, voire performer, mais aussi parfois dans la pratique du triathlon, il nous arrive des galères et peut-être des fois devoir surmonter ces galères. Je pense que tu seras le meilleur témoin de tout ça. Donc, je parle beaucoup, mais je te propose peut-être de revenir sur ta carrière dans le triathlon après ta carrière d'opticien. Donc, toi, tu n'as pas commencé le triathlon jeune à 15-16 ans pendant les études, quoi. Non, moi j'ai fait pendant les études, je faisais beaucoup de VTT, de vélo de route. Ensuite, mon parcours scolaire m'a amené à travailler en alternance dans une grande enseigne de sport. Là, j'ai rencontré mon meilleur ami dans cette structure-là, qui faisait du vélo de route et qui... Tu peux dire les noms, on n'est pas à la radio. Ouais, Donc, bon, alors, j'ai bossé à Decathlon en alternance. J'ai rencontré mon meilleur pote qui s'appelle Fred, qui faisait du vélo de route aussi, mais qui s'ennuyait un petit peu sur la route et qui s'est inscrit à l'Ironman de Nice.
Et il m'en a parlé. Je savais pas du tout ce que c'était. Je savais pas ce que c'était le triathlon. Et du coup, par curiosité, je suis allé l'accompagner. Et, euh, et puis là, moi, j'étais un peu subjugué par ce qui se présentait devant moi. Ce défi, cette aventure humaine et sportive, ces gens qui partaient au petit matin et qui arrivaient pour certains au milieu de la nuit. Et puis du coup, je me suis dit que moi aussi, je voulais en faire partie. Et c'est comme ça qu'en 2006, j'ai passé la ligne d'arrivée de mon premier Ironman à Zurich. J'ai commencé le triathlon par ça. J'ai fait triathlon de Belfort, premier triathlon, le long, et deuxième triathlon, Ironman de Zurich. Donc voilà comment je suis venu au triathlon en 2006. Et puis après, voilà, j'ai chopé le virus, j'en ai fait de plus en plus, je suis repassé sur du court. J'ai croisé Jules à cette période-là parce que on courait sur les formats alsaciens. On était les deux valides à l'époque, comme quoi parfois la vie est drôle. Et puis voilà, j'en ai fait pendant 8 ans. Parallèlement à ça, je suis devenu opticien. J'ai continué à m'entraîner sérieusement. Et en 2014, me suis qualifié au championnat du monde Ironman. À cette même Ironman de Nice, parce que j'ai passé la ligne d'arrivée en 8e position au scratch, deuxième amateur devant un Allemand qui était juste devant moi. Donc voilà, j'ai chopé mon slot là. La même année, j'étais qualifié pour les championnats du monde de Xterra. Et parce que j'étais toujours amoureux de VTT. Et en octobre 2014, je suis parti à l'autre bout de la planète, à Hawaï, avec mes deux vélos. La finale des championnats du monde d'Ironman ne s'est pas passée correctement. Je suis passé à travers la course. J'ai fait une déshydratation sur le vélo. Je suis arrivé un peu tard avant la course. Les conditions météo sont celles qu'on connaît, un peu compliquées. Mais 3 semaines après m'être un peu remplumé, avoir bien profité de l'île et tout ça, et puis m'être acclimaté très certainement, je suis devenu champion du monde de Xterra amateur. J'ai dû passer la ligne d'arrivée en 15e position, premier amateur overall. Et puis à l'époque, ça devait être la fin de ma carrière. Et Cannondale, pour pas les nommer, lorsque je leur ai dit que je voulais m'arrêter, ils m'ont dit ah, mais si tu passes pro, on peut peut-être t'aider un peu plus, de manière un peu plus conséquente. Et puis du coup, j'en avais un peu marre de mon boulot. Je faisais beaucoup, enfin, l'optique avait un peu changé. On devenait un peu les épiciers des OFTA et on faisait beaucoup de papier. Et puis du coup, j'ai pris la décision, on a pris la décision avec Julie, ma compagne, de tenter l'aventure. Et voilà, on s'est débrouillé pour vivre ça pendant 5 ans. On a voyagé à travers le monde. Voilà, et puis voilà, c'était un petit peu l'aventure. C'était pas comme maintenant. Le professionnel, c'était un grand mot. On achetait la licence auprès d'Ironman, la licence pro, il fallait qu'on monte patte blanche en ayant un papier de la fédération qui attestait de notre niveau quand même minimum. Puis après, tu faisais les démarches aux sponsors à droite à gauche pour pouvoir joindre les deux bouts en fin de mois. Et puis voilà. Donc Ça a voilà, j'ai beaucoup fait ça changé, hein. 5-6 mois. C'est toujours pareil maintenant. Ah ouais, ouais, alors il y a certains athlètes qui s'en sortent un peu mieux, mais oui, oui, ça n'a pas trop changé. Bon, le Euh, niveau c'est élevé, évidemment. Enfin, évidemment. Non, Densifié surtout, ouais, ouais. je trouve. C'est pas forcément évidemment, mais oui, ça s'est Mhm. élevé, ça s'est densifié parce que le Mhm. triathlon s'est beaucoup plus professionnalisé qu'il y a Ouais. 10-15 ans, Mhm. surtout dans nos contrées. Mais sinon, le process est toujours le même. C'est-à-dire, si tu n'es pas trop mauvais, soit tu décides toi-même de te renseigner pour prendre une licence pro, soit c'est Ironman en général qui vient te voir et fait: Oh, t'es gentil, mais les groupes d'âge, il faudra peut-être arrêter de les gagner, il faudra peut-être passer en pro, hein. Pas jouer Voilà. avec les grands. Mais voilà, sinon, après, ça n'a pas trop changé au niveau du process. Ouais, voilà, c'est le même process. Et puis, voilà, pendant 5-6 ans, j'ai fait pas mal d'Ironman. J'ai surtout performé sur Embrun, où j'ai fait 8e et premier français en 2015 ou 2016, je sais plus. Enfin, voilà, j'ai été un petit gabarit, donc moi, ce qui m'allait bien, c'est quand ça grimpait. J'avais un peu plus de mal à m'exprimer sur les formats très, très plats. Et puis voilà, donc j'ai vécu ma meilleure vie pendant 5-6 ans. Ouais, voilà. Et
Quand tu dis que Cannondale, donc t'as proposé, si tu passais pro, de t'accompagner, c'était aussi bien sur le Xterra que sur le triathlon de route classique, ou c'était que Oui, sur la oui. partie Xterra? Bah, plutôt, enfin, l'aide était sur les deux formats. Après, clairement, pour le coup, à l'époque, sur la partie sponsor privé, il valait mieux dire qu'on faisait de l'Ironman parce que ça vendait du rêve à beaucoup de monde, alors que le Xterra était un microcosme dans le microcosme qu'était le triathlon. Aujourd'hui, le circuit Xterra, c'est quand même beaucoup plus développé et beaucoup plus bankable. Et je pense que avec le recul et les années, j'aurais été bien plus performant sur le circuit Xterra que ce que je l'ai été sur le circuit Ironman. Donc, si c'était à refaire aujourd'hui, fondamentalement, j'essaierais de me concentrer sur ce circuit-là qui m'allait quand même beaucoup mieux, qui correspondait plus à mes qualités physiques. Mais voilà, à l'époque, quand tu démarchais des sponsors privés, des banques, des assurances ou d'autres privés, parler de Xterra, c'était un non-sens parce que tu arrivais déjà avec un projet qui parlait de triathlon où les gens commençaient à bien comprendre ce que c'était. Tu leur vendais l'Ironman qui était quand même le rêve ultime de beaucoup de gens. Donc là, ça marchait. Mais c'est vrai que voilà. Donc du coup, plutôt circuit Ironman. Ouais. Et maintenant, avec le recul que tu as, donc tu dis, si c'était à refaire, tu te concentrerais plus sur le Xterra. Est-ce que malgré tout, jouer sur les deux tableaux, jouer sur les deux terrains, maintenant avec ton recul, notamment en tant qu'entraîneur, tu te dis pas que ça t'a permis aussi un petit peu de croiser, de changer un petit peu les sollicitations musculaires, de changer aussi dans la tête, parce que quand tu pars faire du trail, je connais pas beaucoup de triathlètes qui préparent de l'Ironman qui vont s'entraîner aussi en trail, ou alors en début de saison ou en hiver quand ils ont un objectif trail qui rentre dans la préparation de la saison. Ouais, alors pour le coup, je trouve que le format Xterra aujourd'hui se rapproche bien d'un 70.3. En termes de temps d'effort, de filière énergétique, je pense qu'on est assez proche de ça. L'Ironman, moi, je trouve que c'est encore un autre sport par rapport au circuit 70.3. Après, oui, je veux dire, il y a le plaisir, si tu aimes ça, si tu aimes la nature, le plaisir et la variété que t'amène cette pratique-là lorsque tu dois faire 180 pitons à vélo ou 200 ou 240 et que derrière, sur du plat qui pour moi était assez rébarbatif et que derrière, tu peux te faire une sortie plutôt tempo en VTT, c'est sûr que ça apporte. Et encore une fois, sur l'entraînement croisé, c'est clair. Surtout que sur la partie outdoor, comme tu le disais, l'hiver est bien propice dans nos contrées, surtout en Alsace où au lieu d'aller perdre de l'énergie à te réchauffer sur la route, vaut mieux aller rouler 2 heures à 3 heures l'hiver en montagne, en VTT, ça sera bien plus intéressant. Donc oui, tu peux jouer sur les deux circuits. Après, on sait bien maintenant qu'arriver à un certain niveau d'expertise, malheureusement ou heureusement, je sais pas trop, voilà, il faut quand même bien se concentrer sur ce qu'on a à faire. Je pense qu'aujourd'hui, les athlètes du circuit, etc., sont devenus aussi bien plus experts que ce que l'on l'a été à l'époque. Et je pense que voilà, ils travaillent de manière très spécifique et ils vont pas aller se taper 240 bornes ou 200 bornes de vélo de route pour préparer le circuit, quoi. Voilà. Ouais, parce que c'est vrai que c'est un point qu'on aborde souvent, mais la surdistance en vélo dans les entraînements, surtout quand on prépare du long comme de l'Ironman, c'est assez classique, mais en vélo, pas en course à pied. En course à pied, même si tu prépares un Ironman, c'est rare que tu ailles courir 50 bornes pour te préparer pour un Ironman. Exactement, exactement. On évite Euh, ce genre de choses. Ouais, j'aime bien le point. C'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, mais pourquoi aller chercher à faire du plat pendant l'hiver, que ce soit en route ou même en course à pied, et donc à se réchauffer dans ces moments-là, alors que tu peux aller faire du VTT ou tu peux aller faire du trail, où là ça va monter descendre. Déjà, tu vas travailler un peu plus le cardio, ça t'empêchera pas de travailler l'endurance, mais surtout avec les variations de dénivelé, ça te permet de te réchauffer. C'est un bon point, c'est un très bon point. Ouais, alors ça, puis après, ça permet de travailler le renforcement musculaire classique sans passer par la case salle qui peut être rébarbatif pour certains. Voilà, on commence à travailler la case de fibres musculaires, ce qui, moi, je pense sur Ironman
est très important à partir du deuxième semi. Enfin voilà, donc c'est vrai que moi, les athlètes que j'ai dans la région par chez moi, clairement, lorsqu'ils préparent l'Iron, sauf s'ils sont vraiment pas à l'aise en VTT, ils passent par la case VTT, même vélo électrique, ça va peut-être pouvoir en choquer certains, mais pour faire de l'assimilation ou des séances de récupération en vélocité, voilà. Et puis ça permet aussi d'avoir des triathlètes qui sont un peu plus à l'aise sur le vélo, hein, parce qu'on sait bien aussi que ça, c'est un point noir d'une grosse partie des pratiquants dans le triathlon. C'est quand même d'être pas forcément super à l'aise. Et quand tu arrives sur les stages de printemps où tu dois rouler en groupe, que la moitié de ton groupe, voire un peu plus, est en vélo de chrono et pas forcément à l'aise, c'est voilà, c'est un ensemble de choses, je pense. Ouais, c'est vrai. C'est bien pour ça que, et là je rigole un peu, mais c'est bien pour ça que les triathlètes en général sur le vélo, quand ils saluent les cyclistes, les vrais cyclistes, les durs, ils répondent pas, ils renvoient pas le coucou. Ah ouais, On se mélange pas exactement. avec ces gens-là, les mecs qui savent pas Ouais. rouler, qui savent pas Ouais. prendre les roues. Bref. Donc là, tu nous as expliqué un petit peu ta carrière de triathlète, dans le long notamment. Tu nous as dit que tu as vécu parmi tes plus belles années pendant ce moment-là. Et puis tu nous as dit aussi en intro que tu as vu un accident qui t'a laissé semi-paraplégique. Alors, tétraplégique. Ouais, pardon, excuse-moi. Ah, pas de souci, pas de souci, je vais Euh, expliquer. ouais, bah justement. Mais est-ce que c'est cet accident qui a mis fin à ta carrière ou est-ce que tu avais décidé un peu avant de la mettre? Non, ben, en fait, j'ai décidé d'arrêter en 2018, en février ou mars, je crois. Durant l'hiver, j'avais plus la motive, j'avais déjà 36 ans, j'avais mon petit garçon qui avait 2 ans. Donc j'ai décidé de m'arrêter à ce moment-là pour, on sait bien, être triathlète pro, ça fait rêver beaucoup de personnes, mais enfin voilà, c'est quand même une entreprise qui est très égoïste. Donc quand on est un peu entouré, il y a un moment donné où voilà, ça tire un peu, on tire un peu sur la ficelle. Donc voilà, l'idée c'était d'offrir plus de temps à ma femme et mon fils. Et puis du coup, au mois de juillet, toujours en faisant du VTT, je suis parti avec un pote au bike park du Lac Blanc. Donc pour ceux qui connaissent, faire une session enduro parce que je me définis pas du tout comme un descendeur. La preuve est que je me suis vautré lamentablement en descente. Bref, on a passé une super journée. Il faisait grand beau et un classique, hein, dernière descente, fin de journée, certainement un des derniers sauts. Je pense que voilà, pas très haut, hein, un petit mètre, vraiment pas fou, mais Je je remets pense dans le que contexte, hein. Un petit mètre pour un VTTiste slash un pratiquant de Xterra, ok, c'est pas très haut. Si tu veux, pour un hmm, triathlète, un petit mètre sur la route, ouais, voilà, ouais, c'est déjà trop peu. c'est pas Parfois, faux. c'est dur, alors un mètre. Voilà. Mais bref, voilà, je suis arrivé un peu trop vite, j'ai pas assez tiré sur le guidon, je pense, un ou un des deux. Et je suis passé au-dessus du guidon, ma tête est venue heurter le sol au sommet du crâne en premier. Et malgré les protections, casque intégral et dorsale, en fait, avec l'inertie du poids de corps, c'est venu tasser les cervicales. Voilà, elles se sont un petit peu certainement tordues comme on se tord une cheville pour imager la chose. Et j'ai la cervicale numéro 5 comme une malléole qui a explosé, qui a cassé. Et du coup, voilà, je suis resté allongé, conscient. Je me suis rapidement rendu compte de la situation parce que ben, je voyais mes jambes à droite et en fait, j'avais l'impression qu'elles étaient plutôt à gauche. Donc voilà, avec l'ami que j'avais, c'est les voisines qui rentrent. Avec l'ami que j'avais, alors, bah, on a décidé de rien toucher. Il était infirmier, donc pareil, on n'a pas du tout bougé. On n'a pas du tout bougé. On a appelé les secouristes. Ils sont venus, ils m'ont coqué. Je me suis fait héliporter à l'hôpital Colmar et là, ils m'ont opéré durant 6 ou 7 heures. Ils m'ont posé une arthrodèse, donc c'est une plaque de métal qui vient entre C4 et C6 pour remplacer la cervicale numéro 5. Ils ont enlevé les morceaux d'os de la cervicale 5 qui traînaient et qui s'étaient notamment logés dans la moelle épinière.
C'est ce qui va s'avérer irréversible pour que je récupère mes fonctions complètes. Et puis voilà, au réveil, les coups près tombés, donc tétraplégie, donc incomplète parce que la moelle épinière est pas complètement sectionnée. Niveau C5, C6, donc c'est la hauteur de l'atteinte. Donc la tétraplégie parce que je suis atteint des bras et des jambes, contrairement à la paraplégie qui est une atteinte uniquement des jambes. À partir du moment où on est sur les vertèbres, les thoraciques, on est paraplégique. Donc voilà, et moi cervical, donc tétraplégie. Donc voilà, au réveil, les épaules qui bougent, mais plus de triceps, plus l'usage de mes mains et plus l'usage du bas du corps. Par contre, étant donné que j'ai pas une complète, c'est-à-dire que ma moelle épinière n'est pas complètement sectionnée, la fibre sensitive est restée intacte et du coup, j'ai le contact partout sur tout le corps. C'est-à-dire, si tu me touches les doigts de pied, je le sens. Et voilà. Donc, voilà un petit peu ce que c'est une tétraplégie incomplète. Ok, donc tu sens, mais par contre, tu peux pas bouger. Non, non, alors j'ai des petits mouvements résiduels liés à cette particularité d'incomplète. J'arrive par exemple à légèrement marcher dans l'eau, parce qu'avec l'eau, ça me porte mon poids de corps. J'arrive à difficilement marcher en mettant en balançant, en faisant un mouvement de balancier droite-gauche, parce que j'ai quelques mouvements résiduels sur le quadriceps, par exemple. Mais tu vois, je suis incapable de pousser sur mes jambes le contre-pesanteur. J'ai une petite extension que j'arrive à déclencher, mais pas assez de force. Voilà. Donc voilà, c'est. Quand tu dis tous les membres, même les bras, les mains, est-ce que tu arrives à fermer tes doigts Alors, si tu veux, donc voilà, hein, schématiquement, tu vois, je peux plus jouer au piano parce que les doigts ne bougent pas de manière indépendante. J'arrive à les fermer, à peu près les ouvrir parce que dans mon process de rééducation, je me suis fait opérer en Suisse pour pouvoir de transfert tendineux pour pouvoir avoir cette fermeture et ouverture active, donc droite-gauche. Les épaules, donc tous les muscles ne fonctionnent pas, mais si tu veux, je les bouge plus ou moins. Et si tu veux, voilà, le triceps, très faible, quoi. J'arrive pas si tu veux, j'ai quasiment plus de pec. Voilà, c'est pour ça qu'on parle de tétraplégie. Alors, dans l'esprit des gens, les tétraplégiques, souvent, sont des gens qui bougent plus que la tête. Ce qui est vrai pour une tétraplégie C3, par exemple. Hein. Donc, parce que plus l'atteinte est haute et plus les muscles ou les membres sont touchés. Moi, C4, C5, C6, c'est ce résultat-là. Et après, tu as des tétraplégiques, on dit de luxe, C6, C7, où si tu le croises dans la rue, tu as l'impression qu'il est para. Mais par contre, il peut avoir voilà, les doigts qui bougent plus. Ou, tu vois, moi, j'arrive à soulever le poignet dans ce sens-là, mais j'arriverai pas, tu vois, si je le mets comme ça, j'arrive pas à le remonter. J'ai l'extension, mais pas la flexion. Donc voilà. Voilà, et du coup, comme on est en vidéo et qu'on a enregistré, si vous voulez voir ce que Guillaume nous a montré, n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube. Ouais, voilà. Super. Et du coup, je ne te demanderai pas si ça t'handicape pour faire du triathlon, évidemment. Même du paratriathlon, ça me paraît compliqué. Ouais. En revanche, pour rester un petit peu sur ton accident, donc tu t'es rendu compte de l'ampleur au moment où où tu te réveilles. C'est même pas tu te réveilles parce que tu étais conscient, mais juste après ta chute. Est-ce que tu te rendrais compte véritablement de toute l'ampleur de l'accident au moment Non, où... en fait, tu mets beaucoup de temps à te rendre compte des conséquences. Déjà, voilà, tu sais que la moelle épinière est touchée. La question est de savoir si ça va être définitif, si c'est temporaire. Enfin voilà, au moment de l'accident, tu sais juste que entre guillemets c'est la merde parce que la moelle épinière, tu sais que c'est pas jojo. Mais dans un premier temps, tu es en vie, tu respires. Donc tu te rends pas bien compte. Tu te réveilles, pareil,
voilà, tu te rends pas bien compte. Tu vois bien que tu bouges pas, que tout est un peu compliqué, mais tu te rends pas tout à fait compte de ce qui va se passer. On te dit tétraplégie, ouais, tu vois que c'est la galère. Après, voilà, tu mets enfin, en tout cas pour moi, tu mets 2, 3 jours à te rendre compte. Après, tu te poses la question à tout le monde, est-ce que ça va être définitif ou pas? On te dit que bah, on n'en sait rien, que pour avoir une réponse, va falloir patienter entre 4 et 6 mois. Donc là, tu te dis, bon, bah voilà, moi, je me suis dit, bon, bah, moi, je suis Guillaume Janin, j'ai fait des Ironman. C'est clair que moi, je suis sportif de haut niveau. Je vais me remettre, hein, clairement. Hein. Il y a un moment donné où tu réfléchis comme ça. Et puis, c'est aussi une façon de te protéger parce que tu dis, putain, je peux pas rester comme ça, c'est pas possible, quoi. Et puis après, tu te rends compte aussi des autres troubles, c'est-à-dire troubles de la fonction urinaire, troubles de la fonction digestive. Donc, tu vois, c'est un schéma où tu mets énormément de temps. Puis après, tu te rends compte, putain, mais comment je vais aller aux toilettes, comment je vais manger. Donc voilà, c'est un schéma, la prise de conscience, elle est longue et brutale à la fois. Donc Ouais. voilà. Et puis voilà, et puis à un moment donné, comme dit, c'est au moins 3 mois d'espoir parce que tu sais que en 3, 4 mois, tu récupères 90% de ce que tu dois récupérer d'une manière globale. Hein. Donc, tu t'accroches à ça au début. Donc, tu essayes de bouger tout le temps, la nuit, le jour. Enfin, dès que tu peux, tu essayes de tout bouger, d'observer. Dès que tu as un truc qui revient, ben voilà, c'est fantastique, mais tu en veux toujours plus. Puis après, ben, doucement, quand tu vois que ben, ça ne revient pas, ben, le principe de deuil, le deuil se fait, enfin, en tout cas pour ma part, hein, je pense que tu peux en parler à plein d'autres personnes, ils vont avoir d'autres ressentis certainement, mais pour ma part, le deuil s'est fait progressivement. Et puis à un moment donné, ben voilà, tu te dis, bon ben voilà, la situation, elle est celle-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Voilà. Justement, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Alors, déjà, quand tu es sportif de haut niveau, il y a, en tout cas dans le triathlon, il y a la quatrième discipline qui est aller chercher des partenaires, des sponsors. Enfin, la quatrième, la 25e, parce que tu as aussi le sommeil, Mhm. la récupération, l'alimentation. Bon, bref, Mhm. en tout cas, tu as la discipline qui est d'aller chercher des sponsors. Là, quand il t'arrive une tuile comme ça, en plus, tu viens de décider de mettre fin à ta carrière de sportif de haut niveau. Si tu veux en parler, financièrement, comment tu te retournes? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu es accompagné par l'État? Est-ce que tu es accompagné par la sécurité sociale? Est-ce que tu es accompagné par tes partenaires, tes sponsors, que tu n'as plus, si j'ai compris, parce que tu avais justement pris la décision d'arrêter? Euh, Est-ce que Alors, c'est que la galère de l'accident, quoi? ouais, alors au niveau financier, alors moi je fais partie entre guillemets des chanceux, même si je pense que la chance se construit, hein, je suis clair avec ça. Mais deux choses. La première, c'est que enfin, la sécurité sociale, la pension d'invalidité, elle est calculée sur tes 10 meilleures années de salaire. Moi, comme je l'ai dit en introduction, j'ai fait 10 ans d'optique. Donc, gros coup de bol, parce que si j'avais été 10 ans que triathlète professionnel, ben, pas de cotisation sécu direct et pas de revenus. Donc, moi, j'ai Après, une ça dépend du pension. montage que tu choisis, parce que si tu montes une boîte avec tes salariés de ta boîte, etc., tu peux Ouais, toujours. Bon, bref, mais c'est pas le sujet. exactement. Mais Mais nous, en tout cas, moi, à l'époque, si tu veux, lorsque j'étais pro, on avait un statut où tu étais auto-entrepreneur et où ce que tu rentrais sortait direct. Enfin voilà, donc ouais. c'était vraiment un peu anarchique et du bricolage. Moi, j'ai eu entre guillemets de la chance ou pas, ça dépend comment on se situe, mais j'étais 10 ans opticien. Donc la pension d'invalidité que je touche tous les mois, elle est calculée en fonction de ces 10 meilleures années. En tant qu'opticien, je gagnais relativement bien ma vie. Du coup, ça me permet de m'en sortir. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est que ben, j'étais licencié. Et lorsque tu es licencié, ben, tu es couvert. Et donc, on a fait la déclaration d'accident. Et du coup, quand j'ai eu cet accident, tu as une prime d'assurance qui est mise en place qui m'a permis de me retourner, d'avoir un apport pour pouvoir construire une maison qui est complètement adaptée à mon handicap. Et donc, du coup, c'est pour ça que je dis que je fais entre guillemets partie des chanceux
en situation de handicap, parce que j'ai ces deux leviers de ressources qui m'ont complètement, enfin, qui m'ont permis de m'en sortir et qui m'ont permis d'occulter de ces problèmes financiers que 80% des gens en situation de handicap ont en plus du handicap, quoi. Donc, que les choses soient claires. Après, comme dit, je pense que ça se construit. Pendant 15 ans, j'ai payé une licence de vélo, une licence de tri, une licence de natte, sans savoir pourquoi je les payais. Et ben, le jour où ça t'arrive, tu sais pourquoi tu les payes. Et c'est pour ça, maintenant, je dis, voilà, licenciez-vous. Enfin, voilà, c'est sûr que ça sert à rien. Enfin voilà, tout le monde prend maintenant des passes compétition et tout ça. N'empêche que si t'arrive ce qui m'arrive, ça peut arriver sur la route, ça peut arriver. Et ben le fait d'avoir une licence, ben ça te couvre. Donc voilà. Ouais, quand tu disais tout à l'heure au début, tu étais licencié, c'était vraiment, tu avais une licence dans une fédération Ouais, ouais. française de Bah sport. là, c'est la Fédération française de cyclisme qui m'a aidé parce que Mm. j'étais licencié encore FFC, mais enfin, voilà, j'aurais pu solliciter la licence de la Fédération française de triathlon aussi, tu vois. Ouais, Mais étant donné que là, c'était en VTT, il y avait beaucoup plus de cohérence et de couverture sur la partie cyclisme, ce qui est complètement cohérent parce que ben, ça ne va pas trop avoir grand-chose avec le triathlon en enduro et en bike park. Donc voilà, mais si ça t'arrive dans un rond-point, quand tu as la tête dans le prolongement, classique, hein, une voiture en dos d'âne, elle freine, tu la vois pas parce que tu as la tronche dans le prolongateur, il peut t'arriver exactement la même chose que moi, hein, compression de la moelle épinière au niveau des cervicales. Et voilà, donc voilà. ouais, ouais, et c'est ce que j'allais dire. Pensez à la licence d'une fédération, en l'occurrence française, que ce soit du Mm, triathlon, du cyclisme ou autre, exactement. parce que même pendant votre pratique, pour autant qu'elle soit en relation avec le sport que vous pratiquez, vous êtes couvert. Exactement. Tu l'as dit, bon, tu aurais pu être couvert aussi par la licence FF3 en pratiquant du VTT, mais ça faisait plus Bien de sens sûr. de mettre en avant ta licence FF3. Exact, exact. Ouais. Et ouais, et pour ce que tu racontais, c'est vrai que j'ai un copain à qui c'est arrivé. Alors lui, il a eu entre guillemets la chance de pas avoir de séquelles, mais un mec garé sur une piste cyclable à Paris, il sortait de virage, il est arrivé, boum, il a pris la voiture, il a traversé la voiture. Pour la petite anecdote, il a même été embêté par l'assureur de la personne qui était garée sur la piste cyclable parce qu'il a abîmé la voiture de la personne. Non, mais ouf, quoi. Bon, bref. Donc voilà, c'est important pour moi, et comme tu m'as dit qu'il n'y avait pas de souci d'en parler, de revenir sur cet accident, sur ce que ça a engendré pour toi. Et après, comment on se reconstruit après ça, au-delà d'accepter, de faire ta période de deuil de ton état de valide, mais comment est-ce qu'on se reconstruit? Comment est-ce que tu t'es dit un jour, bah, voilà, j'ai des compétences, j'ai des connaissances, je vais maintenant faire du coaching, par exemple? Alors, ben, si tu veux, moi j'ai l'habitude un peu de rebondir là-dessus. Ce qui est certain, c'est que mon schéma de sportif ou de sportif de haut niveau, enfin, en tout cas, tout ce que j'ai mis en place pour être plus performant dans le triathlon, eh ben, je l'ai reproduit une fois que j'ai eu cet accident. Je prends souvent des exemples. La recherche de tous les éléments extérieurs à la performance qui vont te permettre d'être mieux performant. C'est-à-dire savoir comment mieux t'entraîner, Les fameux l'équipement, entraînements invisibles. voilà, l'équipement pour être plus aéro, la bonne paire de chaussures pour pas te blesser. Donc ça, par exemple, je l'ai réutilisé dans le handicap. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pas pour améliorer mon niveau de performance, mais pour améliorer ben, mon niveau d'indépendance et d'autonomie. Donc, aller chercher les voitures qui vont bien, les adaptations, l'assistance électrique sur le fauteuil, savoir ben, comment je me suis fait opérer en Suisse parce que ben, j'ai cherché à savoir où est-ce qu'il y avait les ressources pour pouvoir espérer être plus mobile du haut du corps. J'ai trouvé ça en Suisse. Ensuite, j'ai monté des dossiers de sponsoring, entre guillemets, pour pouvoir me faire payer ces opérations par la sécurité sociale française. Mais finalement, c'est le même schéma que quand tu dois aller chercher des sponsors. C'est-à-dire que tu dois montrer patte blanche. Pourquoi ils te les paieraient à toi et pas à un autre. Enfin, voilà. Et en fait, la partie repousser ses limites,
Je me suis investi certainement beaucoup plus qu'une personne classique dans la rééducation. Faire face au regard des autres. Quand tu es un peu performant, ben, les gens t'observent beaucoup, donc ben, tu deviens un modèle et il faut savoir le gérer. Là, moi, en fauteuil, dès que je sors de la maison, les gens me regardent. Et ben, pareil, tu vois, étant donné que j'ai eu cette expérience en tant que valide, en tant que sportif, ça m'a permis de mieux gérer. Donc, moi, quand j'interviens à droite, à gauche et que je parle de mon histoire, il y a vraiment une similitude assez troublante entre mon schéma de sportif de vie, de carrière de sportif de haut niveau, et mon schéma derrière de reconstruction concernant le handicap, et même sur la progression même, où finalement, en les 4-5 premiers mois, comme dans un sport nouveau, tu progresses énormément. Puis après, tu vas galérer à gagner des minutes, puis des secondes. Et ben, ma tétraplégie, c'est exactement pareil. Elle a progressé énormément et très rapidement les 4-5 premiers mois. Puis après, ben, là, maintenant, ça fait 7 ans. Plus je fais de choses et plus je gagne, mais c'est 0,01% de compétences et tout ça. Donc, moi, je mets vraiment ça en avant pour la partie reconstruction. Puis après, de manière plus concrète, quand je suis rentré à la maison parce que quand tu es en rééducation, bah, tu es dans ce schéma-là de reconstruction. Puis à un moment donné, tu arrives à la maison, ton fils part à l'école, ta femme part au travail, puis tu es tout seul, un peu comme un con à la maison, et puis tu te dis, bon ben voilà, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Donc, j'avais deux options, soit complètement changer et me dire, bon ben voilà, euh, ce coup du sort, bah, je fais autre chose. Et sinon, ben, continuer à savoir à faire ce que je savais faire. J'entraînais déjà un petit peu avant en club, de manière bénévole, puis après, ben, sur la partie, lorsque j'étais sportif de haut niveau, pour joindre les deux bouts, j'ai fait le DEGEPS, le triathlon, entraînement et perfectionnement sportif. Donc, de GEP, c'est diplôme d'État. Ouais, Alors, je sais plus les GEP. jeunesse et sport. Ouais, jeunesse et sport, voilà. Voilà, et du coup, voilà, j'avais ces deux options-là, et puis j'ai rapidement eu des copains, hein, parce que je suis assez bien entouré, qui m'ont demandé des coups de main pour les préparer de nouveau. Et puis voilà, de fil en aiguille, ben, je me suis remis à faire ça. Et puis, je me suis rapidement rendu compte que je stressais bientôt plus pour eux que pour moi lorsque j'étais athlète, lorsqu'ils étaient sur les courses, quand tu as des gars, des athlètes qui sont vraiment investis dans leur projet, qui ont des vrais objectifs qui peuvent être très variés, hein, faire un Ironman en moins de 13 heures, ou se qualifier pour Hawaï, ou courir un 10 km en moins d'une heure après deux grossesses. Bon, voilà, c'est vraiment très varié, mais en fait, à partir du moment où tu as des athlètes qui sont investis, qui te font confiance, qui remettent un petit peu entre tes mains à toi leur avenir, entre guillemets, sportif, ben en fait, si tu le prends à cœur, tu te rends compte que c'est hyper motivant et hyper gratifiant quand ça se passe bien de les accompagner. Et en fait, tu vis un petit peu les émotions que je vivais dans ma pratique à travers eux. Donc, du coup, c'est une façon un petit peu de rebondir et de me réaliser, mais à travers eux. C'est pour ça que je me suis remis à faire ça. Et puis ben, ça fonctionne plutôt bien. Alors, tu n'arrives pas à être performant avec tout le monde, parce que je pense que l'entraînement, ben, c'est comme un ostéopathe. Tu as des ostéos qui vont convenir à certains profils. Et je pense que l'entraînement, c'est pareil. Le feeling passe pas, ou il y a parfois de l'incompréhension, tu n'as pas compris l'athlète, ou l'athlète comprend pas où tu veux aller. Et voilà, donc du coup, faut chercher, mais d'une manière globale, ça se passe plutôt bien. Et voilà, j'ai un groupe d'une quinzaine d'athlètes. On travaille avec un pote, du coup, on a une trentaine d'athlètes à deux. Voilà, ça marche bien, et on a un bon état d'esprit, avec des projets très variés où je fais ski de fond, trail, donc où tu utilises ben, les compétences, on en parlait, tu parlais du Xterra pour l'Ironman, où en fait tu te rends compte que
Là, j'ai fait quelques projets trail et en fait, tu te rends compte que tu utilises des séances de trail, tu les ramènes dans le triathlon, notamment cette fameuse casse de fibres musculaires qui peut être très intéressante en hiver et puis inversement. Donc voilà, des projets qui sont sympas et une complémentarité qui est hyper intéressante. Voilà. Et d'un point de vue purement logistique, organisation, comment tu fais? Parce que tu nous as montré tout à l'heure comment tu pouvais ou pas fermer tes doigts. Donc, est-ce que ça te permet de taper sur un clavier, d'utiliser un Ouais, ordinateur? alors l'ordinateur, j'utilise, donc je tape un peu comme un policier. Bon, Avec les doigts, j'adore. quoi. Ouais, avec deux doigts, bon, j'adore la police, hein, je leur fais un coucou. Voilà, mais non, ouais, je tape comme ça, beaucoup de diction, avec aujourd'hui l'évolution technologique, tu arrives à faire pas mal de choses avec la voix. Donc ça amène pas mal de fautes d'orthographe et de grammaire, mais bon, je pense que les gens Ils comprennent, je pense. voilà, me comprennent. Donc voilà, après sur piste, quand je vais sur le terrain, bah, j'ai une petite trottinette que je fixe sur mon fauteuil qui me permet d'aller à 25 à l'heure. Donc j'ai peu d'athlètes qui ont une VMA à 25, donc ça va bien. Donc j'arrive à Surtout faire après deux ça. grosses têtes. Ouais, voilà. Voilà, sifflet. Et maintenant, je me suis aussi équipé d'une tablette pour les éducatifs. Avant, je les montrais, là, je peux pas. Donc, j'essaye de, voilà, on s'adapte. Une des facultés, voilà, dont je parle, c'est en triathlète, en tant que sportif, tu dois t'adapter, hein, surtout sur l'iron, baisse de régime, conditions météo changeantes. Tu apprends à t'adapter à l'entraînement, en course, tout le temps. Et ben là, ben moi, dans ma situation, l'adaptation, c'est mon quotidien. Donc j'ai essayé de trouver des subterfuges. Je me suis équipé parce que je parle un peu moins fort aussi. J'ai plus d'intercostaux, hein, donc c'est difficile de crier. Donc en bord de bassin, c'est pas toujours évident. Donc du coup là, je me suis équipé d'un amplificateur de voix. J'ai vu ça à Paris. Là, il y avait des bénévoles qui avaient ça. Donc du coup, je me suis équipé d'un amplificateur de voix. Donc j'ai mon petit micro comme un mec qui fait son one-man show et je fais ça pour que les gens puissent m'entendre en natation. Donc voilà, on Après, tu as pu s'adapte. Voilà. t'équiper d'un, tu sais, c'est pas un sonar, mais C'est ça, sous l'eau. espèce de micro que tu mets sous l'eau et C'est comme ça, ça. même pendant qu'il s'entraîne, tu peux corriger la technique. Ouais, voilà, c'est à peu près ça. Ouais. Donc voilà, on s'adapte. Donc voilà, je fais comme ça. Bon, le maître mot, de toute façon, déjà dans le sport, mais en plus, quand tu es victime d'un pépin comme ça, c'est effectivement l'adaptation, quoi. Et je pense que tu as bien Exact. démontré que c'était quand même ton truc. Ouais, ouais, ouais. Après, oui, je me débrouille pas trop mal. J'avoue, tu m'aurais posé la question il y a 3 ans, j'aurais peut-être pas répondu à la même chose. Mais là, c'est vrai qu'on se débrouille bien. Là, j'arrive à repartir en stage, à partir en stage entraînement au nord de Barcelone. Donc c'est pareil, j'ai une aide-soignante qui vient avec moi. Et puis en fait. Ça apporte un truc, c'est que les triathlètes là, que j'ai en stage, il n'y en a plus un qui ose se plaindre, tu vois, par exemple. Alors que quand j'étais entraîneur valide, voilà, là maintenant, il n'y a plus trop grand monde qui ose se plaindre quand ils me voient au bord du bassin, à galérer avec mon fauteuil et à leur dire comment il faut faire, ça va quoi. Ouais, j'imagine que là, Voilà, tes petits problèmes du quotidien, tu les relativises quand le ouais, coach il est à côté de toi. voilà. Euh, Petite question, plus perso que sportive, quoique. Comment est-ce que ton fils a vécu ça? Est-ce que tu as vu des changements chez lui, ne serait-ce que d'acceptation de l'autre? Tu l'as dit, tu sors de chez toi, les gens te regardent parce que tu es en fauteuil, parce que tu es tétraplégique, mais enfin, dans les yeux de ton fils, qu'est-ce que tu vois? Euh, je pense qu'il voit un papa différent, mais il voit un papa comme n'importe quel fils voit son papa. Il est très fier de ce que je faisais avant, même s'il s'en souvient pas. Enfin voilà, les gens en parlent et il a des photos, des vidéos. Je pense qu'il est aussi très fier de ce que je suis maintenant, parce que ben voilà, je vais aussi dans les écoles pour montrer aux enfants que c'est pas parce que tu es en fauteuil que tu fais plus rien et parce que moi j'étais ignorant du handicap pendant 36 ans et que du coup je pense que d'aller dans les écoles et d'avoir ce lien éducatif, de montrer aux gamins que tout est possible,
c'est hyper important. Donc, je suis allé dans son école et je pense que ça marche aussi. Donc, je pense qu'il n'a pas trop de soucis avec ça. Parfois, ça l'embête, mais parce que ben voilà, c'est sûr que voilà, les choses sont plus difficiles à faire, sont plus lentes. Tu vois, quand moi je dois sortir de ma voiture, rentrer de ma voiture, ça se fait pas en 2 secondes. Il m'aide un peu plus qu'un enfant devrait aider un papa normal. Mais à côté de ça, voilà, quand on va à Europa Park, il fait pas la queue au manège parce que il a mon passe droit. Voilà, enfin voilà, il faut l'amener. En fait, on l'a amené autour de ça. Si tu veux, quand je suis rentré à la maison, que j'ai eu ma voiture à l'école maternelle, on se garait devant et j'ai une rampe pour sortir de ma voiture, donc. Il se mettait sur mes genoux et on sortait la rampe et ses copains ils disaient waouh mais c'est génial. En fait voilà on essaye de le tourner à notre avantage. Là je te parlais d'une trottinette quand je vais le chercher à l'école encore aujourd'hui en CE2 il se met sur le guidon et on est les premiers à rentrer parce qu'on dépasse tous les copains qui sont à pied. Donc on essaye de le tourner de manière positive. Après, voilà, il a que 9 ans pour le moment, donc c'est très positif. On verra si ça dure tout le temps. On sait que ben, il y a des âges un peu plus difficiles que d'autres pour la vie d'un enfant. Mais non, aujourd'hui, il le vit bien. Alors, des changements, il avait 2 ans, donc il se rendait pas fondamentalement compte et je pense que ce serait différent si ça arrivait aujourd'hui. Il a bégayé pendant 6 mois, du jour au lendemain. Puis on a fait attention et puis finalement le bégaiement s'est réduit de lui-même et a disparu. Donc non, il le vit bien. Il faudrait que je lui pose la question. Après, voilà, on profite de cette. Enfin voilà, quand j'interviens, on essaye d'optimiser cette situation. C'est-à-dire, je passe beaucoup de temps avec lui le soir à 16 heures. En général, je vais le chercher à l'école. Je passe beaucoup de temps avec lui le soir. On a eu la chance de vivre la parenthèse Jeux Olympiques à 1000%. J'ai été porteur de la flamme, donc ça, faut bien se le dire aussi. Si j'avais pas été en fauteuil, il y aurait eu peu de chance. Donc, tu vois, j'essaye aussi d'attirer son attention là-dessus en lui disant, attends, ok, c'est la galère, mais voilà, ça, c'est un plus, ça, c'est un plus, ça, c'est un plus, et finalement, en additionnant tous ces plus, ben, on s'en sort pas trop mal, voilà. Oui, non, puis les enfants, ils ont une capacité de réflexion et d'analyse. Ouais. Et puis surtout, ils n'ont pas les biais ou les filtres que Ah ben non, 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 mais certains adultes clairement. peuvent avoir. Moi, je vois, ça fait quelques mois que je peux plus conduire parce que j'ai des problèmes de vue. Et mon petit de 4 ans et demi, il a très vite intégré, quoi. Bah non, mais c'est maman qui conduit, papa, il peut pas conduire. Et il dit à ses copains, mais papa, il peut pas me ramener à telle ou telle activité parce qu'il peut pas conduire. Mais bon, bref. Non, non, c'est impressionnant. La capacité qu'ils ont. Mais c'est pour ça que je te posais la question. Et on a vu, enfin, c'est des images qui sont connues, mais ces gars qui emmènent leur père, leur frère, leur cousin, leur ami à Hawaï, la personne est tétraplégique ou paraplégique, bref, Ah, ne peut pas faire le triathlon. Et est-ce que c'est un truc dont tu rêverais que quand il sera grand, s'il fait du triathlon, qu'il t'emmène sur ton petit bateau pour nager, qu'il te mette sur le vélo et qu'il t'entraîne, qu'il te pousse sur une chaise, ou au contraire, tu veux. Moi, je sais pas, hein, je fais peut-être les questions et les réponses, mais est-ce que tu aurais kiffé non, 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 mais c'est pas une question. Enfin, voilà, il n'y a pas de tabou. Non, moi, je détesterais ça. Non, que les choses soient claires, me faire promener à droite à gauche, c'est pas ma came du tout. Après, encore une fois, hein, moi, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui font ça et je pense qu'il y a des vraies réalisations. Il y a des gens qui se réalisent à travers ça et qui sont pleinement heureux. Non, moi clairement, c'est pas mon truc. Moi, j'ai besoin d'être acteur du truc. Donc, voilà, je me suis débrouillé pour m'équiper d'un vélo à bras avec une assistance électrique. J'ai un quad électrique. Je rêverais de faire la traversée des Vosges avec lui et lui en VTT à côté. C'est mon but avant mes 50 balais, c'est de faire le GR5 avec 4-5 étapes en ferme auberge et monter un projet, trouver des fermes auberges qui m'accueillent et le faire avec lui, qui m'aide, hein, parce que j'ai besoin d'aide. Hein. Je ne dis pas que je veux pas d'aide, mais je veux être acteur du truc. Et non, qui m'emmène, non, je pense ce serait pas ma cam, non. Guillaume, pour finir,
est-ce que tu fais partie d'une association? Est-ce que tu t'investis aussi dans le fait de faire découvrir, faire comprendre le handicap, au-delà d'aller dans les écoles, comme tu l'as dit tout à l'heure? Alors oui, lorsque j'ai été triathlète pro, j'ai monté toujours avec mon meilleur ami, la Fred, et un autre pote, Luc, on a monté Joule. C'est une association qui regroupait des amoureux de sport outdoor pour éviter d'avoir justement des triathlètes qui disent pas bonjour à des cyclistes et des cyclistes qui disent pas bonjour aux VTTistes ou des triathlètes qui disent pas bonjour aux nageurs. Enfin, voilà, moi j'ai toujours détesté ça, j'ai toujours été touche à tout, du ski de fond, du VTT, et en fait je pense que tout le monde peut apporter à tout le monde. Donc du coup on avait monté une asso de sportifs amoureux des sports outdoor d'une manière générale, à qui on proposait nos services de coaching, donc qui s'appelle Joule. Cette asso, elle a été mise en veille suite à mon accident. On l'a remise en place et c'est pour ça qu'on a nos athlètes qui font partie de cet assaut en grande partie. Et fondamentalement, avec notre histoire de vie, on a développé une antenne handisport. Et en fait, moi, ce qui me manque dans ma vie, alors au départ, ça part d'une démarche très personnelle, hein, très égoïste. C'est que moi, ce qui me manque, c'est d'être en montagne, d'être à la nature, les odeurs, les sensations, les bruits. Plus que l'activité sportive, parce que finalement, là, j'arrive à faire du vélo à bras. Dans mon état, je vais à un espalier, je fais de l'élastiband, je suis mort. Hein. Donc, j'en fais 3 fois 1 heure par semaine. Le goût de l'effort, je l'ai encore et il me suffit. Mais par contre, je voulais vraiment essayer de retourner en nature. Et dans le Haut-Rhin, dans le Haut-Rhin et plus largement en Alsace, c'est difficile. Mais là, avec l'avènement de l'électrique un peu partout, il y a des quads électriques qui commencent à se développer, qui sont vraiment fun et qui permettent au lieu de prendre ta voiture pour aller en ferme auberge, manger une bonne tarte aux myrtilles ou plus, tu peux y aller en fauteuil tout-terrain électrique. C'est vraiment ça, ou partager avec mes coachés, tu vois, une sortie trail avec mon fils. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de rendre accessible la nature, notre nature, nos Vosges, aux personnes à mobilité réduite. Et pour ça, on fait des actions, on vend des t-shirts, on cherche des sponsors, des mécènes pour pouvoir financer des fauteuils tout-terrain électriques, parce que ça vaut un bras. Et pour rebondir sur la question de la finance. Ça vaut plutôt 2 jambes, là, pour le coup. Ouais, c'est à peu près ça. Et du coup, voilà, on sait que, comme on l'a dit en début d'intervention, 80% des gens en personnes de situation de handicap ont des galères financières. C'est de pouvoir les amener là-haut, leur mettre à dispo ou à minimal les mettre en location et d'organiser ça. Donc moi, je prône ce retour à la nature pour des gens à mobilité réduite. Moi, comme je dis, je suis toujours presque le top du handicap, hein, en tout cas physique. Mais c'est vrai que quelqu'un qui fait un AVC, qui a plus l'usage de son bras droit ou de sa jambe droite, peut plus aller dans les Vosges ou faire du VTT comme il le faisait. Et donc, c'est un moyen de retourner, de profiter de cette nature et de ces beaux paysages. Donc voilà, Joule pour l'association qui a cette antenne en handisport maintenant. Voilà. Où est-ce qu'on la retrouve, qu'on la contacte, qu'on la www.joulyourlife.com. Joule, ça s'écrit JOOL yourlife.com. Super. Voilà. Bon, de toute façon, je remettrai tout ça dans les notes de l'épisode, mais super. C'était l'occasion de te mettre en avant aussi. Pour ceux qui nous écoutent en pratiquant, notamment de la course à pied, on le rappelle, pas d'écouteurs sur le vélo, déjà que c'est dangereux. Si en plus vous vous fermez de la circulation, c'est pas une bonne chose. Donc, voilà. Merci beaucoup, Guillaume. Et puis, merci à toi pour ton accueil et ce partage. Je t'en prie, c'était un plaisir et bonne continuation. Et puis, un bisou à ton fils quand même. Allez. Merci beaucoup, Hermano. Ça sera fait. À bientôt. Salut. Damn.